Bonjour tout le monde. Good afternoon, everyone. Je suis heureux d'être accompagné de mon collègue Jeremy Harrison du gouvernement de la Saskatchewan, ministre du Commerce et du Développement des exportations, de l'immigration et de la formation professionnelle d'innovation Saskatchewan et de tourisme Saskatchewan, tout un titre, et évidemment le co-président de ce forum. J'ai le plaisir d'être de retour dans ma ville natale et ma circonscription depuis quelques jours et de rencontrer mes homologues provinciaux et territoriaux de partout au pays. We got right down to business today, sharing our experiences and ideas on important topics, many of which you've been covering extensively lately and glad to take questions on at the end. We discussed how we plan to get the balance right on different priorities, such as factoring temporary workers into the immigration levels, planning in ways that continue to spread the benefits of immigration across Canada, while taking into account capacity pressures on communities, provinces, and territories. Travailler à renforcer l'immigration francophone dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire, bien sûr. Comment nous pourrons réduire le nombre global de résidents temporaires au Canada tout en reconnaissant le rôle important qu'ils jouent dans les priorités régionales en matière d'immigration, y compris le programme des candidats des provinces. Continuing to offer safe harbor to some of the world's most vulnerable people and families, as well as those arriving here to seek asylum through federal supports and closer collaboration across governments. We agreed on having a crucial coordination table on how to best support asylum seekers. To be clear, we're willing to coordinate with our counterparts on transfers and supports. However, any movement of asylum seekers will require a humanitarian approach and consent of those who do choose to resettle in other provinces than those that they make their initial claim in. Recognizing the importance of good data to ensure that we understand labor market needs and communities' capacity to support newcomers. That's why I've asked my counterparts to share the data that they have on the temporary residence population in their jurisdictions, the rates of temporary resident transfer to permanent residents within the provincial nominee programs and the capacity pressure that they are facing within their communities. And finally, we discussed better managing Canada's response to humanitarian crises through the new federal policy framework that's being developed, as well as through early communication on initiatives that may impact jurisdictions, among other topics, as we've learned from some of the experiences and the important humanitarian measures that we've taken as a government since 2015. Nous sommes disposés à explorer des options avec d'autres provinces et territoires pour faire passer une plus grande partie des résidents temporaires actuels à la résidence permanente et évidemment répondre aux besoins du marché du travail. Le gouvernement et les provinces s'engagent à collaborer en permanence entre eux pour saisir les occasions et relever les défis qui se présentent et qui sont croissants en matière d'immigration. Les niveaux d'immigration qui suscitent un grand intérêt à chaque année seront finalisés dans les mois à venir et nous communiquerons nos nouveaux niveaux pour 2025, la période 2025 à 2027. Par conséquent, la stabilisation de notre immigration nécessitera bien sûr des décisions très difficiles. Nous sommes convaincus, par contre, que notre objectif est important. Il s'agit de préserver l'intégrité de notre système et de nous assurer que les immigrants soient bien appuyés et ce de façon convenable. I appreciate my colleagues' thoughtful, helpful comments. We didn't agree on everything, but we remain committed to working in partnership with provinces, territories, and municipalities. I will leave the microphone over now to my colleague, Jeremy Harrison. Great. Well, thanks so much, Mark. Really appreciate it. And I would say this was a very productive meeting today, a very good discussion. Thanks to you, Mark, for your co-chairpersonship of the meeting. I've had the honor of sitting at this table. I think Jason Kenney was actually the first minister when I became immigration minister in Saskatchewan. So I've been sitting at this table for a long time. And we've had made some very good progress. And frankly, this is an area of government, unlike some others, where there really isn't a lot of politics in this or partisan politics in this. This is one where I think you have provinces and territories and the federal government working in the same direction. And that really is to make sure that we have an immigration system that is the envy of the world, that provides very positive outcomes for people who are here in Saskatchewan, and also
provides the best experience possible for those who are relocating here to make a better life for themselves and their families. Very good discussions around things like levels, very good discussions around provincial nominee programs, which are really vitally important for jurisdictions like mine, where near 80% of all newcomers who come to Saskatchewan come through our provincial nominee program. So I appreciate the openness on discussion in that regard. Some very good discussions around things like Ukrainian refugees and how we can provide paths to permanency for those who have come fleeing Putin's horrible invasion of Ukraine. Good discussions around credential recognition, very significant subject for many newcomers here to Canada. Good discussion around data sharing, making sure that we're making decisions based on the best available information on a whole host of different files. So, we're happy to, I think, answer questions, but I just want to say this was really a very, very positive meeting and a very good discussion. And I think that was very much shared by colleagues from provinces and territories and the Government of Canada. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Thank you, Ministers. Je vais parler en français, then I'll speak English. Nous allons maintenant prendre les questions de la part des journalistes. Une question de suivi chacun. Veuillez mentionner votre nom et le journal que vous représentez. Nous allons commencer par ceux présents dans la salle, puis nous diriger vers ceux présents sur Zoom. We will now take questions from the media. One question, one follow-up each. Please state your name and the outlet you represent. We will start with those joining us in person, then turn over to Zoom. First question, première question. Hi, Gabriel Guindy, CBC News, Montreal. I was just curious, Minister Miller, when you spoke with Christian Frechette today, what were those talks like? And what is the outlook looking forward? You know, we've had some really important talks over not just today or last night, but over the course of the last week. She came to Ottawa after I went to Quebec City to see her. I think you've covered these stories enough to know that we are not necessarily on the same page on a lot of issues, but we are on the same page when it comes to making sure that we are well coordinated as a country when it comes to immigration. It's no secret to anyone that Quebec, alongside Ontario, has taken on a disproportionate amount of asylum seekers, and it has impacted health services, impacts just on sheer numbers, housing impacts, the education system. Quebec is well placed to welcome those asylum seekers as the rest of Canada is, and you've seen the attitudes that are quite positive towards immigration generally in Quebec. But there are capacity challenges. Those numbers are significant, and they have been growing over the past few years. So acknowledging that and acknowledging that when you look at Quebec and Ontario, there is a need to take a more coordinated approach in making sure that we're I guess, spreading the love for people that need to be properly taken care of. And that is something that we agreed on in forming this coordination table. It is not something, for a number of reasons, Quebec has been present on. They have a bilateral relationship with Canada, have preferred to deal and negotiate directly with Canada since the 1990s. But these issues are so pressing that there's a realization that there's a need to be at that table, to be clear with other provinces what their challenges are. Those other provinces, for example, Ontario, share some of those difficulties. And you saw over the course of the last summer, the challenges that Mayor Chow was facing in Toronto with respect to asylum seekers. And as a government, we need to be proactive as opposed to reactive, which has been the case to date. These are volumes that, despite best efforts of federal and provincial governments, are not going to go down significantly in the near future. And we have to be prepared for the medium term and long term as a country. We also owe it to Canadians to be quite clear in the way we communicate about asylum seekers, be clear on the numbers. We sometimes have a disagreement on what those numbers and portrait look like in Quebec and what they look like in Ontario and what the actual needs are. So that was why we had this data component and data sharing component, because there is a tremendous amount of secondary migration of people that had come in notably to Trudeau Airport and then for one reason or another end up in Ontario. And those need to be properly accounted for when we make provisions and fund for shelter systems. So what we've got right now is very much a temporary solution. It is not the most efficient solution out there, and we need to put our heads together and get it right. Perfect, thanks.
Before we continue, I'd like to ask media if they have any questions for Minister Harrison. He has a flight to catch, so we just want to make sure that he gets questions first. Good. Laura, you can go ahead. Hi, Mr. Harrison. Thanks for taking our questions. I was wondering if you could speak to some of the complexity of reducing the proportion of temporary residents in Canada and what that looks like in Saskatchewan in terms of the knock-on effects on your labor market, the tension with, trying to cope with this growth. How is this sort of manifesting and how big of an issue is this? Well, I would say with regard to Saskatchewan, this is probably a less acute issue than it is with colleagues from other jurisdictions across the country. Most of our migration, and it's not to say that we don't have temporary residents. I mean, we have an international student component. Again, kind of the issues that exist perhaps in parts of the country that are a challenge are really not existent in Saskatchewan in that same way. So, the temporary residents are a not insignificant or unimportant component of the overall immigration system. We have seasonal agricultural workers, for example. We have, a limited component of temporary foreign workers, but really where we want to get to, and what has always been a directive I have had as minister, is that, we want to convert temporary residents to permanent residents who make their home in Saskatchewan over the long term. And that's always been the overall policy objective. So it's never looked at in really a transactional way as far as temporary, for a limited time. It's more temporary to conversion to permanent and citizenship and making your home in Saskatchewan. Do you expect to make any requests along the lines of what Manitoba has asked for in terms of extending temporary visas so that you can shuttle more people into your provincial nominee program? We really don't have that same issue that Manitoba had. Our processing times for our provincial nominee program are very, very short, and we've worked hard to do that. It hasn't been easy to get there, but we're between 2, 4, 6 weeks, no longer than that for processing the application. So there isn't a backlog that exists in some places with PMPs. So really on that regard, I mean, there isn't a need or necessity to have a standalone deal. But, one of the areas where we continue to have good discussions is around what a path to permanency for Ukrainians would look like, of which Saskatchewan has become home to many thousands. In fact, we ran evacuation flights as a provincial government. I think really probably the only Newfoundland did as well, but we were running evacuation flights from Warsaw to Regina and Saskatoon to relocate refugees from that invasion. So, that's something we're going to continue to work on and have discussions around. Prochaine question. Next question. Bonjour, Vincent Rességuier de Radio-Canada. Monsieur Miller, s'il y a un comité pour répartir les réfugiés dans les prochains mois, prochaines années, cela implique donc qu'il y ait une répartition équitable ou du moins des critères. Est-ce que vous avez établi des critères et est-ce qu'il y aurait des provinces qui seraient intéressées pour accueillir plus de monde dans les prochains mois, prochaines années? Vous n'avez plus de questions pour le ministre Harrison. Pour être clair, je vais le laisser aller. Je pense qu'il veut pas jouer l'arbre dans la pièce de théâtre pour le restant du point de presse. No more questions for Jeremy? Okay. All right. Thank you very much, everybody. Critères, oui, la table qui a été formée en est une qui est excessivement importante. D'abord, il faut s'accorder sur les chiffres. C'est un processus pédagogique qui peut être demandant. Il ne faut pas nécessairement se fier à la première place où les gens font une demande, mais bien refléter là où les gens ont leur résidence pour vraiment refléter l'impact que ça a sur une juridiction en particulier. Si on regarde l'ensemble du volet humanitaire, les chiffres varient profondément, surtout si on prend en ligne de compte la migration secondaire, dont j'ai traité un peu en anglais, qui fait en sorte que l'Ontario, principalement, fait face à plus de défis en termes de proportion de sa population, de gens qui sont ici dans toutes les catégories humanitaires. Évidemment, je nomme l'Ukraine, l'Afghanistan, la Syrie, etc. Ça ne veut pas dire que le Québec, et je ne veux pas minimiser l'impact qu'a la migration irrégulière au Québec, parce que plus souvent que non, il y a moins de sommes qui sont attachées à ces gens-là. Ils viennent ici, évidemment, de façon imprévue. Il y a des sommes fédérales pour l'aide à la santé, évidemment, le logement aussi. Donc, ce sont tous des éléments qu'il faut prendre en ligne de compte quand on
quand on fait des gens qui sont ici de façon humanitaire. On sait, par exemple, si le Québec et l'Ontario ont plus que leur part de la population. Il y a du lest en Colombie-Britannique et en Alberta. Et évidemment, il y a eu plusieurs provinces qui se sont portées volontaires pour en prendre davantage. Évidemment, dans les provinces qui sont plus petites, ça veut dire moins de monde par rapport aux populations comme l'Ontario et le Québec, mais il y a des provinces de l'Atlantique qui se sont portées bénévoles pour en prendre plus. Évidemment, il va y avoir des conditions. Il faut s'assurer que ces gens-là sont bien accompagnés. Donc, c'est à suivre dans le groupe de travail. Mais évidemment, je félicite la ministre Fréchette pour cette initiative qu'on a appuyée à l'unanimité. Je peux me permettre une deuxième question? Ouais, un Oui. suivi. Oui. Il y a quelques semaines, vous avez annoncé vouloir réduire la part des décisions qui sont unilatérales, ça pourrait avoir un impact très négatif sur l'économie. On sait que dans certains volets, dans le cas du Québec, des volets qui sont gérés exclusivement par la province, les enveloppes ont triplé dans les dernières années. Dans les enveloppes que l'on gère aussi, la même chose. C'est l'impression que les gens ont de quelqu'un qui est ici de façon temporaire, c'est les gens qui travaillent dans les champs ou les gens qui travaillent dans les usines de transformation de pêche. Or, ça fait juste partie ça fait seulement partie de 10% du portrait réel de ces gens-là. C'est des étudiants qui sont ici. Il y a une flambée à ce niveau-là en Colombie-Britannique et en Ontario notamment, mais je ne pense pas qu'il y ait une province qui est exclue. C'est un phénomène récent. Alors, regardez la tendance qui se dessine quant à ces chiffres dans l'année à suivre et les mesures que les provinces avanceront quant à leurs besoins dans le marché du travail, notamment. On est tous d'accord qu'il faut faire l'effort supplémentaire parce que c'est un effort que si on ne le fait pas, ça va avoir une pression sur l'inflation, sur l'abordabilité et évidemment, je nomme le coût du logement. Alors, c'est à suivre, mais il y a eu beaucoup de bonne volonté, mais surtout, le seul bémol ou mise en garde, c'est qu'il ne faut pas rater notre coup, sinon ça peut avoir des séquelles sur l'économie. Prochaine question, next Merci. question. Merci. Marc-Antoine Lemoignan pour TVA. Monsieur Miller, les études démontrent que le fossé entre le nombre de logements disponibles puis le nombre de nouvelles personnes en âge de travailler ne cesse de se creuser. Je veux savoir, malgré votre engagement à réduire du tiers le nombre de visas pour les étudiants étrangers, pourquoi vous refusez de revoir aussi vos cibles d'immigration permanente? C'est une question fort pertinente et puis je pense qu'il faut bien comprendre le lien entre les gens qui sont ici de façon temporaire et la transition même que ces gens font à la résidence permanente. Il faut des places pour absorber les gens qui sont ici et qui ont tous les critères pour devenir des résidents permanents. L'impression qu'on a avec la résidence permanente, c'est qu'on va chercher ces gens-là à presque l'exclusivité à l'étranger. Or, c'est faux. On puise dans les bassins, surtout si on se fie à ce que l'on a fait ces dernières années, surtout durant la COVID, dans des bassins de résidents temporaires. Alors, les gens qui sont ici de façon temporaire, ça a déjà eu un impact sur le logement. Ils ont des logements et donc, si on les transitionne à la permanence, on peut utiliser ces plafonds pour s'assurer ou ces chiffres pour s'assurer que les gens peuvent transitionner ou bien retourner chez eux. C'est une discussion à suivre parce qu'il y a beaucoup de responsabilités qui demeurent avec les provinces. Il y a des responsabilités au niveau du fédéral, mais un grand bassin de la population, un grand bassin du marché du travail qui est présentement ici, mais qui est catégorisé dans le bassin dit temporaire. Alors, si on n'a pas de place dans les niveaux qu'on établit, je pense qu'on se tire dans le pied. Notamment les discussions qu'on a eues au niveau technique sur la capacité d'accueil. Je pense qu'il y a une difficulté vraiment, puis c'est une difficulté qui est la même au niveau des provinces, vraiment à définir ce qu'est cette capacité. Est-ce que c'est l'impact sur le système de santé? Est-ce que ça prend en ligne de compte les pénuries de main-d'œuvre? Des fois, c'est difficile à définir et des fois, ça se confond avec la volonté d'accueil. Alors, à faute de préciser, ça prend cet effort de voir où sont les besoins, où on peut utiliser les postes qui sont disponibles à la permanence pour intégrer
à la population canadienne des gens qui ont, par exemple, dans le cas des étudiants, un début d'intégration et qui ont de l'expérience au Canada et qui vont remplir des pénuries de main-d'œuvre. Mais ce n'est pas pour tout le monde et ça ne peut pas être perçu comme des passe-droits non plus. Alors, voilà l'explication. Puis, en ce qui a trait à l'annonce et la révision des niveaux pour les mois à suivre, c'est une réflexion qui n'est pas encore complétée. Est-ce que vous allez resserrer l'émission de visa aux Indiens comme Québec le demande? Bien, il y a du travail à faire. Et j'ai pris 2 mesures en prenant poste. J'ai annulé une politique publique en fin décembre qui était mise en place pour adresser les délais dans les émissions de visa après la COVID, l'achalandage qui s'est créé. Évidemment, la réimposition du visa sur le Mexique. On regarde les autres pays qui sont la source de demandeurs d'asile. L'Inde en est un. Et on regarde les critères que l'on évalue pour accueillir pour l'émission des visas. L'Inde est déjà sujet à un visa, donc évidemment, l'impact sera encore moindre que ce qu'on a eu et ce qu'on a pu percevoir jusqu'à date quant à la réimposition du visa sur le Mexique. Mais il y a des ajustements que mon département regarde et évidemment, on en jugera les résultats surtout dans le mois de juin, juillet. Merci. Bonjour, Benoît Valois-Nadeau pour Le Devoir. En fait, sur la question des demandeurs d'asile et leur répartition, est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, des demandeurs d'asile qui sont au pays depuis quelques semaines ou quelques mois auraient à changer de province, par exemple? Mais c'est toujours... déjà, les demandeurs d'asile se déplacent. C'est la réalité. Ils se déplacent à travers le Canada. Un demandeur rejoint sa communauté. Les gens qui viennent de loin, qui parlent uniquement l'anglais, se dirigent, par exemple, vers Toronto. C'est la réalité. C'est fait de façon volontaire et sans l'implication du gouvernement du Canada. Ce qui prévaut maintenant au Québec, surtout, parce que vous parlez évidemment du Québec, mais ça pourrait arriver en Ontario, c'est que le Québec a une certaine capacité. Au-delà de cette capacité, on les met dans des hôtels fédéraux. Ce n'est pas la meilleure marche à suivre. Évidemment, les autres provinces ne sont pas impliquées dans cette prise de décision. Alors, on sait que ça ne marche pas comme système. Ce qu'on a arrêté aujourd'hui, c'était une décision de mettre ensemble une table de travail, de concertation pour s'assurer que les provinces qui lèvent leurs mains puissent accueillir les demandeurs d'asile selon leur capacité. Il reste encore beaucoup de discussions à avoir avant que ça se réalise, mais c'est clair, le consensus aujourd'hui, c'était que le statu quo n'était plus acceptable et les provinces à travers le Canada, ont levé leurs mains et sont portées bénévoles. Ça, c'est une bonne chose. C'est un signe d'une nation en santé, mais c'est un signe qu'il reste du travail à faire. Alors, ça prend le consentement de quelqu'un pour se faire déplacer. Il faut les traiter de façon humanitaire et c'est ce qu'on va faire et d'où la nécessité d'être bien concerté. Est-ce que vous avez eu la chance d'aborder la question des regroupements familiaux avec Mme Fréchette? On sait qu'il y a eu il y a une raison pour laquelle je félicite la ministre Fréchette d'être ici aujourd'hui, parce qu'auparavant, la mauvaise expression, c'est la politique de la chaise vide parce que ça implique c'est une connotation qui est négative. Mais le Québec n'avait pas besoin d'être présent auparavant parce qu'ils ont cet accord Canada-Québec qui existe depuis les années 90, qui leur donne un statut spécial. Évidemment, comme nation, ça se doit, évidemment, avec les défis, les challenges face à la langue française, la francisation, c'est la bonne marche à suivre. Alors, ils ont une relation bilatérale avec le Canada. Là, évidemment, vu les défis en ce qui a trait aux demandeurs d'asile, la ministre Fréchette s'est présentée et s'est portée bénévole pour faire partie de cette table de coordination, même de la proposer, ce qui était la bonne chose, et de se dire que la réflexion que je lui prête, puis elle confirmera si elle a l'occasion, elle se dit, il ne faut pas nécessairement travailler avec le Canada. Il y a des provinces qui ont leur mot à dire. On peut pas dire
Il y a des gens qui sont ici. Le Canada, venez prendre ces gens-là, puis mettez-les dans vos autres provinces. Ça prend une coopération, ça prend une concertation, ça prend un mécanisme pour s'assurer que ça marche bien. Et c'est ça qu'on a décidé. Alors, c'est un développement positif. Et le fait que les autres provinces étaient prenants, ça m'encourage. Merci. Bonjour, Fanny Arcan, La Presse. On s'inquiète au Québec que les ressources en francisation n'arrivent pas à suivre le flux d'immigration ou de demandeurs d'asile. La ministre a dit que ça allait être une préoccupation pour elle lors de discussions avec l'éventuel groupe que vous allez former. Est-ce que vous partagez cette préoccupation-là? Ben, oui, tout à fait. Puis le Québec, c'est ma province aussi. Hein. Je suis un député du centre-ville de Montréal. J'ai peut-être plus de dossiers en immigration, même si je n'étais pas le ministre de l'immigration dans mon comté même au Québec. Donc, très conscient du défi, surtout ayant élevé mes 3 enfants en français, le défi que ça porte par rapport à élever quelqu'un en anglais, ça prend plus facilement. Depuis le début de notre gouvernement, on a transféré 5,4 milliards de dollars sous l'accord Canada-Québec. Une grande partie de ces sommes sont affectées à la francisation et le Québec a tous les pouvoirs pour mettre ça en œuvre, mais évidemment, un prof de français, ça ne s'achète pas nécessairement du jour au lendemain. Il faut faire des efforts. Il y a une pénurie d'enseignants à travers le pays, mais surtout des enseignants en français. C'est un défi auquel je fais face moi-même dans la responsabilité pour m'assurer que les gens qui habitent dans des communautés francophones hors Québec aient les appuis pour pouvoir s'épanouir et pour favoriser l'immigration francophone hors Québec. Très conscient du challenge. Évidemment, dans l'accord Canada-Québec, vu notre relation, il n'y a pas de reddition de comptes. Alors, les redditions de comptes se font envers les Québécois, mais je suis très fier du 5,4 milliards qui a été transféré jusqu'à date sous le libellé de notre accord Canada-Québec, donc dont 800 millions l'année dernière même. Donc, c'est pas rien. Puis, on est toujours là pour plus d'initiatives. On a notre responsabilité au fédéral parce qu'on est un pays bilingue. Je pense qu'on pourrait apprendre des leçons positives de ce que le Québec a su accomplir durant ces dernières années, durant les 3 dernières décennies, grâce à la loi 101, grâce aux initiatives en immigration qui font en sorte que 60% des immigrants qui viennent au Québec parlent le français. C'est pas insignifiant, ça. Mm-hmm. Puis vous parliez plutôt de faire en sorte que les immigrants temporaires deviennent des immigrants permanents. Concrètement, c'est quoi les mesures qui permettraient de faire ça? Il y a plusieurs pistes de solutions. Québec en a déjà une avec les étudiants étrangers qui sont ici au Québec, qui parlent français, qui ont une piste plus rapide à la résidence permanente après leur promotion. Des initiatives que les provinces ont sous leur programme PNP, en bon français, de nomination provinciale qui fait en sorte qu'ils peuvent sélectionner des gens qui sont à l'intérieur du pays pour devenir des résidents permanents. Et évidemment, avec les sélections qu'on fait sous nos enveloppes fédérales, notre système de points qui valorise les gens qui sont qualifiés pour s'assurer que l'on puise dans un bassin qui est déjà présent au Canada. En ce qui a trait, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, mais en ce qui a trait aux 300 000 et plus Ukrainiens qui sont ici, qui n'ont presque aucune voie à la résidence permanente, dont leur pays natal se trouve toujours en guerre contre la Russie, le besoin d'intégrer ces gens-là, puis une voie d'accès à la résidence permanente. Dans ce volet-ci, il y a des défis au niveau géopolitique, mais c'est plusieurs exemples de voies qui font en sorte de réduire les gens qui sont ici de façon temporaire, puis les transitionner à la permanence. Ce n'est pas une question de simplement jeter des gens en dehors du pays. Il y a des enjeux d'humanité. Il y a le fait qu'il faut réaliser qu'il y a des gens qui ne vont jamais partir, puis qui ont droit, s'ils ont les qualifications, de devenir des résidents permanents. Merci. Merci. Nous approchons la fin de la conférence de presse. We're nearing the end of the press conference, but before we wrap up, we're going to turn to those joining on Zoom. We're going to start with Nick Kong from the Toronto Star. Hi, Minister. Thanks for your time today. So what were were there any disagreements between the federal government and the provinces, and in what areas are those? Yeah, I'd say, Nick,
I'm not going to share all the secrets. You can do your digging. But I think we have I think we're on the same wavelength that, for the big brush strokes, that we need to do a better job in coordinating our responsibilities, our respective responsibilities that are shared jurisdictions for immigration, and do better planning when it comes to integrating people, making sure that when we take big, broad policy decisions, that no Canadians would forgive us if we didn't take, for example, welcoming Afghan refugees, welcome Syrians, Ukrainians, that we plan a little better on what the impact will be on provincial areas of jurisdiction. Obviously, there are challenges in defining what the financial commitments are to those who pays for that cost. When it comes to asylum seekers, the role that provinces have in making sure that asylum seekers are properly accommodated while they wait for a determination from the Immigration Refugee Board. There were some challenges with respect to some of the labor discussions that we had, but they were, I think, largely they were constructive and positive. And I think, as you've heard from other ministers, this was a productive working group, and it's something I think we can be quite proud of. We can be mature and disagree at times, but we know that these are problems that are not going, they're challenges and opportunities that are not going away anytime soon, and we need to rise to the occasion. We have some things to work out when it comes to international students and the issuance of postgraduate work permits. It's clear that the work is not done on that end, but this is a very turbulent year in an area that has been responsible for some of the growth in temporary residence that we need to trim down on. So making sure that those issues are aligned to the labor market needs, for example, and that we're not simply churning out fake business degrees or fake MBAs is really important, because we ended up stranding people in lower paid jobs that they never came to the country to pay hundreds of thousands of dollars to sling pizza or drive Ubers. There's dignity in work, but you shouldn't have to pay $100,000 to sling a pizza or drive an Uber. So that's, one of the realities that we face. Better data on labor markets and the needs of provinces. Provinces said that they need postgraduate work permits of a longer date for people that are in the healthcare sector and certain trades. And I simply said to them, bring them the data and we'll be accommodating. But that work is still incomplete, Nick. But it is positive because people were in solution mode. And were there competing interests or competing demands from the provinces and territories? I think there's different focuses. I would welcome some healthy competition on accreditation, but I think everyone agrees that we have to continue. I mean, the accreditation is a provincial jurisdiction. It is something that they agree we need to trim the red tape on while maintaining the high standards that Canada has in the labor force. I heard recently the other day, and many of my colleagues did, from the foreign minister from the Philippines, that they get to pick and choose to some extent the countries they send some of their indispensable healthcare workers to. And those countries that have lower barriers and actually reward people for the qualifications that they have are ones that they will favor. Canada has a federal system that gives a lot of jurisdiction to the provinces, and we are competing with other provinces. And I don't think there's anything wrong with a little healthy competition between the provinces as to the people that they welcome. And I think Canada can play, the federal government, despite the fact that it doesn't have the exclusive jurisdiction on this, can play a role in coordinating. And do you have like a work Nick, timetable? two questions. One question, one follow-up. We'll now go to Mackenzie Gray from Global. Hi, Minister. Thanks for taking the questions. Just on the 600,000 number that's in the budget, a reduction of the number of temporary foreign residents or workers that is listed in the budget. Were the provinces on board with the reduction of that number of people coming to the provinces? Yeah, I think, Mackenzie, there's a recognition that the numbers have gotten high, and that and there was even explicit reference to businesses having gotten addicted to temporary foreign workers. But at the same time, without mischaracterizing that, a lot of caution as to who takes the decision and what the proper planning is to make sure that we're not impacting the economy as a result of some of the decisions that, if they are taken unilaterally, could shutter businesses that are pillars of the communities
And so how we do this, the fact that we need to do this was recognized. We know that the impact of temporary people in this country has impacted affordability, and that is something that when people plan ahead several years, they need to know what the accurate portrayal of the population will be to look at what the prospective inflation will be. So provinces get that. Sometimes people have their own guarded industries that they want to protect. We're going to have some serious conversation. I won't say we'll agree entirely on things, but I think there was some, they were guarded as to what that impact would be if the federal government took those decisions unilaterally. And I agree with them on that. I think in terms of the labor numbers and data, we need better data to understand where those needs are. And I think we also have to have some difficult conversations with industry that have largely taken advantage of some of the measures that we implemented post-COVID for good reason, but have no reason to exist right now. In terms of matching the skills to the people who are coming into the country, there's analysis from the Bank of Canada that says of the major sectors of the economy, construction is actually the lowest participation rate in terms of immigrants. It's barely gone up since 2019. Was there any reservations from either the provinces or the federal government making sure there's either specific streams for construction workers to come in? Because we know, and you said previously, a number of the reasons these immigration reforms are coming in is largely tied to the issues around housing. Yeah, and I want to get that particular one right, Mackenzie. You've seen the recent reports that there have been spikes in particularly the construction area in some of the express entry envelopes that we announced a little less than a year ago, if not exactly a year ago. I think that express entry mechanism can be better. We're currently working on some changes that will make that stream better. Some of the thoughts that we have is in making sure unions are implicated in the decision-making process so that we don't contribute to wage depression and the security and protection of workers, and that there's buy-in. And in consonant to the discussions that we've been having over the last little while, making sure that we don't just bring in temporary workers, strand them, and then we have a different challenge on our own, but having a pathway to permanent residency. So I think that particular element when it comes to construction workers can get better. And the reality we've heard from anyone in the sector is that this is an aging workforce and we need to make it younger pretty quickly, or else all the housing plans that we have, as ambitious as they are, won't be able to get done because we can't solely train all the talent in Canada. Merci, Monsieur le Ministre. C'est la fin de cette conférence de presse. Si vous avez des suivis, nous serons ravis de poursuivre cette conversation par écrit. This now ends this press conference. If you have any follow-ups, please reach out and we will follow up in writing. Thank you. Merci.